Pasteur Edo, vous concluez sur les États-Unis, on passe au second sujet. Ouais, je disais que je voulais dire que là où Marc a chuté tout à l'heure, vous savez, la fierté américaine en tant que la superpuissance, ça se fait voir quand même avec Trump et les Américains aiment ça. Les Américains aiment ça par rapport à l'autre camp où on n'est pas encore rentré dans cette intention de faire l'Amérique great. On ne le voit pas. Vous savez, ces derniers temps, il est en train de réussir des rapprochements entre les pays qui étaient hier des ennemis jurés, entre Israël et Émirats arabes unis, entre Israël et Dubaï, dans des pays, et tout ça là, c'est sous le contrôle de Trump. Donc, c'est dire que là, c'est les États-Unis. On évoque toujours les États-Unis et ça fait la fierté des États-Unis. Donc, il a en train d'engranger encore d'autres des points et pour le moment, il faut pas. Il est difficile de pronostiquer. Il se peut que les Américains lui fassent encore confiance pour son second mandat. Second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, 86 ans, a appelé ce dimanche au nom de l'opposition à la désobéissance civile face à la forfaiture de la candidature controversée à un troisième mandat du président sortant Alassane Dramane Ouattara pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Face donc à cette forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président Bédié dans sa résidence. Autour de lui, plusieurs partis politiques de l'opposition, mais des absences également remarquées. Marc Abouflan, est-ce qu'on assiste à la naissance d'un tous contre Ouattara? Je pense que les politiques ivoiriens ont tout intérêt à créer un front tous contre Ouattara, parce qu'on a remarqué à chaque fois qu'un président sort avec le capital avec lequel Ouattara part aujourd'hui en campagne, quand il a en main un certain nombre d'institutions qui contrôlent de manière quasi manu militari le processus électoral du pays, la seule chose qui peut réussir à le bouter hors du pouvoir, c'est de créer contre lui un front tous contre Ouattara. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que c'est un remake, la deuxième ou la troisième fois de l'histoire de Côte d'Ivoire. Parce que une désobéissance civile, je me rappelle encore Ouattara en 2010, avait lancé en 2010. Quand Ouattara avait notamment été écarté par la question de l'ivoirité qui tenait à cœur à Laurent Gbagbo, on a vu comment il a mobilisé un certain nombre de leaders autour de lui pour lancer cette désobéissance civile. Et donc, à mon avis, nous sommes dans un remake. Et je pense que tous, ou presque, ont goûté à une partie du pouvoir. Ça aurait été intéressant si Ouattara passait la main, et même si cette nouvelle génération qu'il a l'habitude de prôner n'était pas véritablement une nouvelle génération, même si c'est un remake du RHDP ou du RDR, il aurait dû quand même passer la main. Et aujourd'hui, malheureusement, on va, dans les prochains jours, assister à des événements qu'on ne souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous prenez les déclarations ci et là, et des leaders restés sur place, et des leaders en exil, et vous prenez également en face les déclarations des pro-Ouattara, je pense que tous les ingrédients sont en place pour un remake de 2010, même si ce n'est pas ce qu'on souhaite à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, passer à une désobéissance civile, c'est carrément appeler les Ivoiriens au soulèvement. Oui, la désobéissance civile, même s'il faut reconnaître quand même que, quelles que soient les constitutions, il y a toujours un aspect où, quand on sent que les fondements démocratiques sont en danger, donc il faut appeler à la désobéissance civile. Dans le cas ivoirien, ça commence par inquiéter, on l'avait déjà dit sur ce plateau, ça commence par inquiéter parce que avec Bédié, Soro et tous contre Ouattara, mais en face, on a aussi une équipe avec toutes les machines, avec toutes les institutions de l'État qui sont dans les mains, entre les mains du président sortant. Donc, est-ce que on n'est pas en train de rééditer
le malheur, hein, ce que nous avons connu, les événements malheureux qu'on a connus en Côte d'Ivoire en 2010, il y a 10 ans de cela, c'est vraiment dommage que si aujourd'hui, s'il était question que Alassane Ouattara ait pu réussir justement la montée de cette nouvelle génération dont il parlait, même si c'est des gens qui sont déjà habitués, hein, la nouvelle génération dont on parlait, ce ne sont pas des gens nouveaux, hein, c'est des gens qui ont déjà goûté, qui ont déjà été dans la canne du pouvoir pendant des années. Même si c'était ça, aujourd'hui le front là, ça peut passer autrement parce que la jeunesse ivoirienne aurait voulu autrement. Mais à l'état actuel, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare en Côte d'Ivoire. La désobéissance civile, quelle forme cela va prendre, hein, puisque quand on est dans cette situation, c'est comme si en face il y a un état d'urgence où tout est en alerte pour pouvoir contrecarrer les manifestants, hein, les manifestants en face. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ces jours-ci en Côte d'Ivoire, tous les ingrédients sont là, comme Marc l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir nous livrer encore ce spectacle malheureux, meurtrier que nous avons connu avec plus de 3000 morts. Donc, c'est dire aujourd'hui que est-ce que qui va arrêter ce qui est en train de se lever en face, personne ne saura le dire. Est-ce que la communauté internationale, est-ce que la CEDEAO, tous ces gens-là ont quelque chose à dire? Parce que là, ça s'annonce très, très mal pour la Côte d'Ivoire. On ne le souhaite pas. Est-ce que, de manière inattendue, les acteurs politiques ivoiriens vont s'accepter pour que les tensions baissent et qu'on aille à un dialogue? Est-ce que c'est encore le temps? Est-ce qu'on a encore le temps pour le faire? Les élections, c'est le 31 octobre. Vraiment, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Il faut que les acteurs ivoiriens ressassent un peu ce qui s'est passé il y a 10 ans, oui, pour ne plus le rééditer. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Mais est-ce que une union des leaders de l'opposition signifie forcément que sur le terrain, ça va faire mouche? Oui, si on arrive à une union sacrée, forcément ça fera mouche. Parce que la véritable question aujourd'hui, c'est est-ce que les trois grands leaders de la anti-Ouattara vont réussir à être ensemble? Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, au-delà d'un certain Kakabé ou encore de Pascal Affi-N'Guessan, les trois véritables anti-Ouattara, ou en tout cas les trois véritables cadres politiques qui peuvent faire peur à Ouattara, c'est d'abord Henri Konan Bédié, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Maintenant, derrière eux, on pourra avoir les Blé Goudé, les Affi-N'Guessan et tout ça. Et quand vous écoutez, en tout cas, moi j'ai écouté Bédié, j'ai écouté aussi Soro il y a quelques semaines, vous sentez qu'ils sont tous partants pour une alliance sans Gbagbo, parce que Gbagbo ne s'est pas encore prononcé. Et là, vous savez aussi, hein, les dissonances qui existent aujourd'hui au sein du FPI originel, où il y a le clan Affi-N'Guessan et le clan Gbagbo. Et moi, j'ai eu tous ces leaders-là dire qu'ils sont plutôt soutenus par Affi-N'Guessan, qui se sent en mauvaise posture aujourd'hui, même s'il est candidat face à Ouattara. Et donc, à mon avis, celui qui va déterminer l'issue de ce front anti-Ouattara, ce sera Laurent Gbagbo, qui ne s'est pas encore prononcé sur cette crise-là. Si jamais, et même si on sait que malgré qu'il a été acquitté, on veut toujours le retenir dans les liens par des procès judiciaires, Gbagbo, son avis, sa personnalité, sa manière de penser seront déterminants dans la réussite de ce front. Si jamais Gbagbo s'allie à ce front qui est en train de se créer, avec Soro qui alimente la contestation au plan international dans les médias étrangers, et Henri Konan Bédié, même qui est vieillissant, mais qui est sur place, qui apporte la voix sur place, si pour fédérer tout ça, on a un certain Gbagbo au milieu, ça pourra faire mouche. Mais tant que Gbagbo ne ralliera pas officiellement, ne ralliera pas en tout cas de manière visible pour tous le camp des anti-Ouattara, tant qu'il va rester dans le mutisme aujourd'hui,
qui est le sien, je pense que cette coalition ne fera pas mouche, ne risque pas de prendre. C'est vrai que ça va faire quelques sémules sur le terrain, mais ça ne sera pas assez puissant pour contrer la vague orange que Ouattara et le RHDP comptent faire déferler sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement cette vague, cette union de contestation ne vient pas un peu trop tard? Non. Je crois que cette union... Vous avez un train électoral qui est déjà lancé. Oui, le train... Au fait, je crois qu'ils attendaient tous... que le Conseil constitutionnel se prononce d'abord, avant de savoir exactement ce qui est lieu de faire. Ce n'est pas encore trop tard. Marc disait tout à l'heure que Laurent Gbagbo ne s'est pas encore prononcé. Les gens attendent vraiment qu'il se prononce parce que ça va vraiment donner la force, hein, ça va renforcer le camp, le front anti-Ouattara, et surtout que aujourd'hui, même, il faut même pas, je crois, il faut pas minimiser aussi le ministre, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, oui, Albert Ouattara, qui était un membre influent du RHDP et qui aussi est aujourd'hui en avant dans ce front anti-Ouattara. Donc je crois quand même que Laurent Gbagbo est en train de jouer un peu, mais je crois quand même que les deux sont en contact avec lui. Il va se prononcer certainement pour stimuler le front. C'est pas évident, hein. Ce n'est pas évident quand on sait le rôle que tout ce beau monde-là a hier joué dans l'arrestation. Qu'on le veuille pas, Laurent Gbagbo lui-même il est là, mais je crois quand même qu'il y a quand même... Et la quasi-déportation. Il y a quand même ses proches, hein, ceux qui sont proches de lui par rapport à, comment on l'appelle, différents de Afin-Guessan. On ne les entend pas forcément. Il y a une Simone Gbagbo aussi qui aurait dû se prononcer. Ils sont quand même dans le front déjà par rapport à ce qu'on est en train de voir. Bon, donc, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, je crois qu'il a intérêt à jouer avec ce front pour que son retour, hein, au cas où ils gagnent, hein, le camp gagne pour qu'il puisse... N'oubliez pas que Ouattara a promis que s'il était réélu, Laurent Gbagbo allait rentrer. Non, mais écoutez, moi je serai à la place de Laurent Gbagbo, je ne vais pas me contenter de la déclaration. Et il a dit que Laurent Gbagbo est, qu'on l'appelle, Ouattara est un menteur. Il ne va pas se fier certainement à lui pour son retour. Non, mais ça, je pense que si Alassane Ouattara gagne, il ne va même pas faire venir Laurent Gbagbo. Ça, assurez-vous. Donc, ceux qui veulent gagner et faire ramener Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est le camp anti-Ouattara. Et il doit être dans cette logique. Mais vous savez, la politique est tellement profonde, hein, qui sait les contacts qui se disent aussi de l'autre côté, comme il est de lui. Mais quand même que Guillaume Soro et Bédier, c'est eux qui ont fait la force de Ouattara, qui ont fait la force de Ouattara. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec Ouattara. Et toute la Côte d'Ivoire, on sent que la grande partie de la Côte d'Ivoire ne veut pas quand même un troisième mandat. Si on entend la voix aujourd'hui de Alassane Ouattara, c'est parce qu'il a les moyens. Il a les moyens avec lui, l'appareil de l'État. Donc partout où Alassane Ouattara passe, on va sentir qu'il y a de la mobilisation. Mais est-ce que cette mobilisation, ça veut dire exprimer l'expression dans les urnes? Personne ne saurait. Oui, Marc. Il y a, à mon avis, plusieurs éléments qui déterminent aussi le silence d'Gbagbo. Pas seulement de Laurent, mais aussi de Simone et Yves. Dans la mesure où tous les acteurs en lice aujourd'hui ont, à un moment donné, été soit soutien ou ont contribué à ce que moi j'appelle la déportation de Laurent Gbagbo. Et donc, politique est ainsi. Oui, je sais que la politique est ainsi. Et c'est pour ça que Laurent Gbagbo doit sérieusement étudier toutes les options. Et pourquoi pas croire en une option de Ouattara? Parce que ce que je pense... Ce que j'estime ne pas être évident, c'est qu'au sein de la coalition anti-Ouattara aujourd'hui, qu'il y ait des gens, je suis sûr qu'il y a beaucoup au sein de cette coalition qui, dès qu'ils auront le pouvoir, vont changer tout ce, comme Ouattara d'ailleurs. Et donc, ceux qui sont hors du pouvoir aujourd'hui ne sont pas différents de Ouattara. Et c'est pour ça que Laurent Gbagbo aujourd'hui qu'il consomme oui, c'est vrai, mais aujourd'hui qu'il a un certain mythe, doit savoir revendre ce mythe là, non seulement pour le bien de la Côte d'Ivoire, mais pour son bien à lui-même, parce que quand vous êtes foncièrement panafricaniste comme l'était Laurent Gbagbo, vous
comprenez quand même que c'est difficile de vivre hors du continent toutes ces années dans les liens de la captivité. Il y a aussi un autre élément que je voudrais relever, c'est le fait que Ouattara, aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une bonne partie de la Côte d'Ivoire qui est anti-troisième mandat. C'est pas évident parce que tout ce que moi je vois, c'est de part et d'autre des camps qui s'affrontent. Et s'il y a affrontement, c'est parce que des gens, quoi qu'on dise, veulent un troisième mandat. Et même si les gens disent que c'est à coup de billets violets ou de billets verts que ces personnes-là soutiennent Ouattara, il y a quand même des gens qui sont des soutiens. Il ne fallait que voir les images de l'investiture du RHDP. Ouais. On a vu toute cette déferlante-là au stade, au fait de Boigny. Donc, Ouattara, quoi qu'on dise aujourd'hui, a des soutiens. Non seulement des soutiens intérieurs, ce qui est encore plus intéressant pour Ouattara, c'est qu'il a des soutiens extérieurs. Ouattara bénéficie, ce qui n'était pas le cas de Gbagbo il y a 10 ans, du soutien des principales officines qui, nous savons tous, ont un mot à dire dans nos élections. Été leur valet, et pour ça, je pense que le jeu sera serré. Ce sont ces officines qui détiennent toujours aujourd'hui Laurent Gbagbo. Ils peuvent servir d'entremetteur entre lui et Gbagbo. Et je suis persuadé que tout le monde doit être en train de courtiser Gbagbo aujourd'hui. Une des options, justement, à celle qui arrangerait Ouattara, c'est la posture qu'il est en train d'adopter aujourd'hui, c'est de se taire et de regarder ces anciens ennemis d'hier se casser les dents entre eux. Et moi, c'est vrai que tout le monde attend Gbagbo, mais je suis, au fur et à mesure que les jours passent et qu'on ne l'entend pas, je deviens de plus en plus persuadé que c'est peut-être la stratégie qu'il a choisie. Et pourquoi l'opposition ivoirienne ne fait pas aussi les choses, au lieu d'être contre le troisième mandat, faire un peu la même chose que l'opposition sénégalaise avait faite en 2012, aller à cette élection avec lui, sachant qu'en 2010 et en 2015, Alassane Ouattara a eu besoin de Bédié et d'autres soutiens pour gagner la présidentielle. Et si on fait, je ne sais pas, à part déduction, on peut se dire que seul, il n'a pas beaucoup de chance. Faire un véritable front, aller à ses urnes et lui infliger une humiliation électorale. Non, mais ce qui s'est passé au Sénégal, vous savez, le Sénégal est traditionnellement un pays démocratique où les institutions, la plupart des temps, les institutions chargées, que ce soit le Conseil, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, sont tout au moins indépendantes. C'est pas évident. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du Conseil constitutionnel de la CENI en Côte d'Ivoire, où vraiment directement, c'est les membres, pour ne pas dire les présidents, sont au bord d'Alassane Ouattara. Et tel que vous avez vu le Conseil constitutionnel dire que c'est le troisième. Le premier mandat. Mais écoutez, quand même, constitutionnellement, c'est le premier mandat. Donc, quand vous voyez un conseil constitutionnel qui se comporte comme ça, qui justifie ce troisième mandat comme ça, comme les citoyens ordinaires, donc vous comprenez que le jeu sera fait en faveur d'Alassane Ouattara et ils vont facilement proclamer Alassane Ouattara vainqueur. Donc c'est un peu ça la situation. Sinon, ça aurait été quand même une autre alternative pour l'opposition d'être soudée autour d'une seule candidature. Pourquoi pas se fondre tout ça là en une seule candidature contre Laurent Gbagbo, contre Alassane Ouattara. Bon, donc c'est un peu ça. Au Sénégal, ça a marché parce que la Cour constitutionnelle, ou bien le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle et la CENI étaient vraiment unanimes quand même à œuvrer de manière à ce que les véritables expressions populaires dans les urnes puissent être prises en compte. Ce n'est pas le cas forcément de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Donc on ne serait pas en train de voir. Mais en même temps, vous avez eu une opposition ivoirienne, on ne l'oublie pas, celui aujourd'hui qui incarne le lead, en tout cas au niveau électoral, Henri Konan Bédié, est un ancien chef d'État qui maîtrise aussi les rouages électoraux. Oui, non, ce n'est pas une question de maîtriser les rouages électoraux. Mais c'est quand même les rouages électoraux d'il y a 25 ans. Hein. Oui, peut-être, il y a bien sûr, naturellement. Il a participé à la victoire d'Alassane Ouattara dans les années 85, en 2015. Oui, bien sûr. Bon, donc, Bédié doit se mordre aujourd'hui, parce que pour avoir scellé cette alliance avec Ouattara et finalement qu'il a totalement dribblé. Je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Bon, donc c'est un match même de revanche. Hein. Donc Bédié
veut vraiment venger Alassane Ouattara. Non seulement lui, même Soro. Hein, c'est ceux qui sont de l'autre côté, je ne vais pas dire c'est des revanchards. C'est des revanchards parce que pour avoir été dribblé par... C'est tous des petits bandits. Parce que déjà Soro et Bédié avaient dribblé Gbagbo à une époque. Et donc, mais nous tous, nous sommes conscients. À mon avis, c'est... Je l'avais déjà dit ici que le cas de Soro, je l'avais déjà dit plusieurs fois ici. C'est tous des roublards en réalité. Vraiment puisse servir, hein, puisse apprendre de ce qui lui arrive pour nous avoir fait pleurer. Soro nous a fait pleurer, Bédié nous a fait pleurer en 2010. Nous tous nous avons pleuré compte tenu de la déportation de Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, c'est comme si on veut même s'en laver les mains pour dire que les loups n'ont qu'à se manger les loups. N'ont qu'à se manger entre les amis d'hier, n'ont qu'à se manger entre eux aujourd'hui comme ennemis, comme l'autre l'a dit tout à l'heure. Et cette posture, est-ce que c'est cette posture que Laurent Gbagbo est en train d'adopter? Je crois qu'il va faire mal à la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à se prononcer. Je pense que c'est la meilleure posture pour lui. Quand on voit tout ce qu'il a vécu, quand on voit la manière dont tous ceux-là l'ont traité quand il était aux affaires. Bédié était aux affaires. Oui, mais vous savez, avoir l'esprit de pardon ne veut pas forcément dire qu'une fois après avoir pardonné, vous vous laissez prendre par, ou vous faites avoir encore une seconde fois par les mêmes individus. Et je veux vous dire, dans le jeu de la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes individus qui ont démontré qu'ils étaient des roublards nés, des roublards vicieux. Notamment, il y a les deux plus grands roublards de l'histoire, c'est le vieux Bédié et le jeune Soro. Et donc, eux deux... Tout politique qui veut, et même les plus jeunes, notamment KKB et tout ça, qui veulent faire alliance avec eux aujourd'hui, doivent pouvoir prendre en compte ce paramètre versatile de leur comportement. Et je pense que 8 ans quand même, hein, dans un pays inconnu, vous donne le temps de réfléchir, d'appréhender les choses d'une nouvelle manière. On connaît la force de mobilisation de Gbagbo. Et je sais que si Gbagbo a la chance de revenir en Côte d'Ivoire, ou le jour où Gbagbo dira qu'il soutient un candidat, quelle que soit la CEI, quelle que soit sa forme, ce candidat va battre dans les urnes Ouattara ou son défunt, et le Conseil constitutionnel va proclamer ce candidat comme candidat élu. Mais le problème aujourd'hui aussi, c'est que Ouattara aussi en est conscient. Ouattara a les meilleurs conseillers politique du monde de l'ère francophone. Et ces conseillers lui disent, et je ne serais pas étonné qu'il soit déjà en train de prendre langue avec Laurent Gbagbo. Il ne fera certainement pas comme Guillaume Soro qui a crié sur tous les toits qu'il allait demander pardon à Laurent Gbagbo. Mais je pense que cette annonce notamment de faciliter le retour de Laurent Gbagbo, une fois qu'il est réélu, fait partie aussi de la stratégie du candidat Ouattara. Et donc, à mon avis, la personnalité qu'il y a, et même si Gbagbo ne se prononce pas, tout le monde attendra Simone, qui, après qu'elle ait été guérie de la maladie à Covid, elle dit à tout le monde qu'elle allait reprendre les activités politiques et qu'elle allait reprendre les rênes du FPI et de tout ce qu'elle avait déjà laissé. Et donc, je ne sais pas si c'est Afi qui ne lui permet pas de prendre la main, ou si ce serait plutôt étonnant parce qu'elle a la poigne, ou parce qu'elle n'a pas tant de poigne pour reprendre ce parti. Mais on constate juste qu'à ce niveau-là, au niveau de la famille Gbagbo, il y a une certaine léthargie qui peut être aussi due aux calculs politiques qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont tout intérêt aujourd'hui, au regard de leur histoire récente, à faire les meilleurs calculs d'abord, pour ne pas, se laisser avoir, mais pour ne pas laisser la Côte d'Ivoire en pâture à ces roublards-là. Et c'est pour ça que j'estime que la pire des choses qui peut arriver à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de réavoir un Henri Konan Bédié à la tête du pays. Et je pense, au regard de son âge, qui n'est pas différent, si on est tous d'accord pour dire non à Ouattara, on devrait avoir la même unanimité sur le cas Konan Bédié. Et Ouattara est conscient que les Ivoiriens, quel que soit leur bord, même s'ils forment un front anti-Ouattara, ce même front devra être un front anti-Bédié. Et c'est pour cela que Ouattara a tout fait pour que ces constitutionnalistes ne valident que des candidats dont il est sûr qu'il pourra potentiellement battre dans les urnes. Et donc, à mon avis, le jeu reste ouvert. Et la meilleure option, peut-être, pour ne pas aller à ces élections et que Ouattara remporte,
c'est d'aller peut-être dans le schéma de Soro qui disait que tant que lui n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Mais ça encore, je le prends comme des paroles d'un exilé politique. C'est vrai que l'ancien soldat en lui pense qu'il peut toujours faire quelque chose, mais il ne faut pas oublier que les réalités en Côte d'Ivoire aussi ont changé. Les rebelles n'ont plus le même visage. Moi, je connaissais un certain nombre à l'époque de forces nouvelles qui, quand vous revoyez leur train de vie aujourd'hui, qui sont dans les FRCI, ne veulent reprendre le maquis pour rien au monde. Et donc, il faudra peut-être composer avec de nouvelles personnes, mais ça sera difficile que, en tout cas, Soro utilise les moyens qu'il avait déjà utilisés pour parvenir au pouvoir, utilise les mêmes moyens en 2020 pour débouter Ouattara. Alors, vous avez donc à cet appel à la désobéissance civile lancé hier dans la résidence d'Henri Konan Bédié, il y a deux grands absents. Pascal Affi-N'Guessan d'un côté, donc qui représente le FPI, et puis vous avez aussi Kouadio Konan Bertin, le transfuge du PDCI. Non, Kouadio Konan, oui. Non, le transfuge du PDCI. Ça veut dire quoi, que c'est pas vraiment la grande unanimité qu'on espère? Oui, non, je crois que j'ai écouté quand même un porte-parole du Front qui a dit que chacun d'entre eux va rentrer dans le fond selon son rythme, selon son rythme. Pendant c'est ce qu'il faut espérer. Mais Affi-N'Guessan ne représente pas grand-chose en Côte d'Ivoire, donc ne représente grand-chose dans le FPI. Donc qu'on lui a donné gracieusement que la justice ivoirienne lui a donné gracieusement contre Laurent Gbagbo. Bon, donc quant au KKB, je crois qu'il est transfuge, il est quand même, il faut reconnaître quand même qu'il est influent quand même dans le PDCI de Konan Bédié. Maintenant qu'il ne l'est plus, bon, donc je crois que est-ce qu'il va accepter retrouver son ancien maître, son ancien patron, avec qui il a pris de la distance, personne ne saura le dire. Mais là, ce qu'il y a, c'est que leur absence n'est pas quelque chose il faut pas trop se soucier de leur absence, parce que moi j'ai toujours émis de doutes sur l'honnêteté de Pascal Affi-N'Guessan. Pour moi, il joue souvent un jeu trouble par rapport à Alassane Ouattara. Donc, je ne le considère pas souvent depuis qu'il n'a pas accepté que FPI reste un parti solidaire, un parti fort, en voulant se singulariser, prendre le parti. Mais il avait aussi sa logique. Oui, il avait sa logique, mais sa logique. Mais lui, il disait que le parti devait continuer à vivre, même si Gbagbo n'était pas là. Oui, mais je crois la procédure, la procédure qu'il a utilisée pour arriver là, je crois que il a voulu déchirer. Le parti est presque déchiré. Il a fallu quand même que d'autres tiennent l'autre aile du FPI. Donc aujourd'hui, le fait qu'il n'a pas regagné le front, je crois que ça va laisser quand même beaucoup d'Ivoiriens sur l'intention qu'ils ont toujours prêtée, comme quoi faisant le jeu d'Alassane Ouattara. Donc tout compte fait, c'est dit quand même que, comme il a dit tout à l'heure, l'option, la stratégie maintenant, c'est comment faire pour empêcher pour la tenue de ces élections, puisque l'autre dit que sans lui, il n'y aura pas d'élection. C'est l'option-là qui reste encore à développer et à faire prospérer pour qu'on sache effectivement que le front vraiment a de l'audace pour empêcher ces élections d'être possibles. D'accord. Passons maintenant à la grande pause et on revient après le journal.